toujours sur ce plateau avec nos deux invités. Rodrigue Yahego, il est le correspondant de Radio Canal K. Merci d'être là toujours pour cette deuxième partie. Et Ferdinand, il est le directeur de publication de l'Alternative. Merci Ferdinand de rester pour cette deuxième partie de cette émission et vous gardez le micro et on va aborder le fond même de ce discours parce que le chef de l'État a fait beaucoup de promesses, beaucoup d'annonces. D'abord sur le plan social, et sur le plan social, il a parlé de la moralisation même de la vie publique, en disant que, en parlant du vote, dans les plus brefs délais d'un projet de loi organique de lutte contre la corruption, avec déclaration des biens des dirigeants. Ce n'est pas de l'utopie. On espère. Peut-être c'est de la précipitation, c'est comme ça qu'on le dit, je ne sais pas. C'est un magicien, Fogna Sigbe, parce que lorsqu'on veut parler de la moralisation de la vie publique au Togo, est-ce que lui-même il a le symbole de cette moralisation? On sait comment est-ce que dans ce pays, on a instauré depuis le sommet de l'État l'immoralité, je dirais même la moralité dans la vie publique, dans tous ses aspects. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais vous savez que ce pays, en termes d'immoralité et de la perversion des valeurs, on n'est pas loin de Sodome et Gomorrhe, tel que ça a été décrit dans la Bible. Il faut nous apporter beaucoup de précisions pour que les gens puissent... Non, je vais parler tout le monde sait de quoi je parle. Et maintenant, on ne peut pas venir nous parler de la moralisation de la vie publique, car soi-même, depuis 14 ans ou 15 ans, on a refusé de se conformer à l'article de la Constitution qui prévoit la déclaration des biens et qu'on s'est énormément enrichi avec sa famille, ses maîtresses, ses copines, ses amis, en pillant les sociétés d'État dont la plupart sont déjà en faillite. La dernière fois, il y a le rapport publié par Ecofin, l'agence Ecofin, qui nous dit que le Togo consacre plus de 1 milliard 200, presque 2 milliards pour les champagnes. Et quand vous allez dans les sociétés d'État, vous verrez la Sûreté, par exemple, consacre 130 millions pour acheter du champagne par an, Togocel, le port, toutes ces sociétés-là. Et ce sont les proches du pouvoir, notamment Fort, ses frères, et certains proches de la famille, qui sont ceux qui livrent ces champagnes-là, parfois avec une forte dose de surfacturation aux sociétés d'État, et leurs factures sont immédiatement réglées. C'est un pillage organisé. Et Fogna Sigbe aujourd'hui a ses intérêts dans tous les secteurs de l'économie du pays. Les phosphates sont pratiquement privatisés, c'est à lui. Il n'y a pas de compte aujourd'hui, et les phosphates ne rapportent pratiquement plus rien aujourd'hui à l'État. Du moins, il faut regarder la loi des finances pour en être convaincu. L'hôtel de 2 février qu'on a soi-disant privatisé, c'est pratiquement dans le giron présidentiel. Le port privé LCT qu'on a créé en face du foyer des marins, on ne nous a jamais fait les comptes, on ne sait même pas à qui ça appartient, c'est tellement que les propriétaires sont au palais de la Marina. Et il y a plusieurs secteurs comme ça qui sont mis dans le giron familial, on les gère comme des propriétés privées, on n'a jamais fait de compte rendu à qui que ce soit. Et alors, c'est comme ça qu'on a fabriqué en quelques années des multimilliardaires qui sont des gens dont les parents n'ont pas été des industriels, ils n'ont pas hérité de quoi que ce soit, ils n'ont pas hérité des sociétés, des entreprises laissées par leurs parents, ils ne sont pas propriétaires terriens, ils ne sont pas agriculteurs, mais ils sont devenus des milliardaires, ne serait-ce qu'en gérant les sociétés d'État. Alors que quand vous êtes un responsable d'une société d'État, vous n'avez que votre salaire. Et donc, quand quelqu'un comme ça, qui veille sur cette mafia, dont lui-même, il est le plus grand profiteur, vient vous dire, écoutez, je veux moraliser la vie publique, je veux prendre une loi pour lutter contre la corruption, qu'est-ce qu'on n'a pas dit dans ce pays? Quel dossier les journalistes n'ont pas sorti dans ce pays sur les cas de corruption? La route Lomé-Vaughan, 26 milliards, c'est parti en fumée. Et le sport avec les Lorenzo, 600 millions, c'est parti en fumée. Les Agadazi,
Tous ces gens-là sont encore là, si ce n'est que certains ont reçu même des décorations. Donc je pense que c'est une manière de se moquer des Togolais. Tout comme les autres secteurs que vous allez citer, je ne sais pas, les promesses faites aux syndicats, les travailleurs, oui, tout ça, la révalorisation de la grille salariale. Tout ça pour reprendre les termes que les Français adorent depuis que Macron est arrivé, c'est la poudre de perlimpinpin. Voilà. Oui. Rodrigue, quand on parle de la moralisation, quand on parle de la situation, de l'amélioration des conditions des travailleurs, des retraités, etc. Tout ça là, est-ce que ça fait sourire ou bien ça fait penser? Non, ça fait sourire si on considère qu'on est devant une pièce théâtrale. Carrément. Mais quand on est par exemple dans le concret, c'est un peu un vieux que vous voyez suivre un peu les discussions de gamins et qui remue la tête, c'est-à-dire c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Avant de lutter contre la corruption, il faut que soi-même, on soit nickel. Mais est-ce qu'aujourd'hui, M. Faure-Gnassingbé est nickel? Bon, du moins pour prouver qu'il est propre. Est-ce qu'il a une fois pris ces auteurs de malversation qui sont pratiquement ses conseillers? On était ici quand il a débarqué au ministre de l'économie et des finances. On a dit qu'il a été en conflit avec l'argent, puisque la kleptomanie, c'est la règle d'or. Avant d'être ministre, on vérifie si vous êtes kleptomane. Ça participe aux critères de choix, de désignation donc des ministres. Vous avez vu un journal sortir récemment qu'un ministre est nommé, ça ne fait même pas 2 mois, il est allé se taper une maison à plus de 200 millions de francs CFA. Et lui-même, il revient parler de surfacturation au sein de son gouvernement. Mais il n'a rien fait. Oh, il dit qu'il veut lutter contre la corruption. Je ne sais pas si c'est 30 millions dont on parle au sein de l'opposition qui subitement suscite la guerre contre la corruption, puisque là-bas, on parle beaucoup plus de corruption. Non, mais si, puisqu'on parle là-bas de corruption. Donc, lutter contre la corruption, je ne sais pas si c'est ça. Mais si c'est la corruption en tant que corruption, dans son terme, je crois qu'il doit pouvoir envoyer Aplusia là, vers lui-même, avant de chercher à indexer les autres. Donc, de l'autre côté, quand on nous parle de déclaration des biens, la dernière fois, j'ai mon fils qui a 13 ans qui me dit, mais papa, puisque j'ai l'habitude de vous suivre, ce qu'on met dans déclaration des biens là, c'est quoi? C'est de dire combien de voitures on a ou bien de combien de maisons on a, je ne sais pas. Est-ce qu'aujourd'hui, fondamentalement, si on prend 2004, avant le décès de Yadema, et l'arrivée de Faure-Gnassingbé, s'il faut par exemple faire par indulgence l'état de ce qu'il peut posséder en tant que fils de Yadema, vous savez, quand vous êtes fils de Yadema, vous n'avez plus besoin de travailler. Vous pouvez prendre n'importe quel vol vous voulez pour faire tout, parce qu'après tout, vous êtes le fils de Yadema. S'il faut considérer ça comme tel, et voir aujourd'hui ce qu'il possède. Il y a un journal qui avait parlé à l'époque des Maybach que le président s'est acheté comme ça, quand nos hôpitaux sont devenus des mouroirs et l'éducation est paralysée. Alors, lutter contre la corruption, c'est prendre qui exactement? C'est prendre qui? Prenez par exemple tous les hôtels que vous voyez, les grands hôtels au Togo, ils appartiennent à qui? À des gens qui sont en conflit avec la moralité. Et lui, il parle de moraliser le... Vous savez, je dis, c'est un peu comme un voleur qui demande à ses enfants ne volez pas. Ou un fumeur qui est enseignant qui vient dire aux élèves ne fumez pas, parce que fumer, ça tue. Et devant les élèves, lui-même, il se tape une clope. Donc c'est pour dire que j'appelle ça cynisme. Cynisme. Et puis dans nos communautés, on dit Nyavo. En fait, c'est un nom de famille, Nyavo. C'est-à-dire, la personne n'a plus rien d'autre à dire que de revenir sur ces mêmes refrains. Et je précise qu'il n'a rien inventé. Il a fait une lecture de ce qui existait déjà. Si c'est comme ça qu'il faut présider, faire la lecture de ce qui existe déjà, je pense que tout le monde doit être président. Et ce sera mieux pour tous. Maintenant, on va parler volet politique. Dans son discours, il y a aussi le volet politique. Ferdinand Faure-Gnassingbé, tout d'abord, a parlé des élections locales qui vont avoir lieu bientôt. Mais il n'a pas spécifié les conditions, puisqu'il y a la question des réformes qui est sur la table des députés. Non, tout ce qu'il essaie de faire, c'est de gagner du temps, c'est d'inventer des lois ou
d'élaborer des dispositions qui lui permettent de régner le plus longtemps possible. Tout ce qu'il raconte là, on va faire les réformes, on va faire ci, ils vont rien faire en réalité pour faire avancer le pays sur le plan démocratique. Ils vont faire tout ce qui peut leur permettre de rester le plus longtemps possible au pouvoir. Les réformes qu'ils annoncent, ce seraient des réformes totalement à minima pour qu'ils soient candidats le plus longtemps possible. Les locales, ils ont déjà mis en place une loi sur la décentralisation qui est assez bizarre. Même dans la ville de Lomé, au bout des élections locales, il n'y aura pas un maire élu par les conseils municipaux. Ils ont créé une disposition parce qu'ils savent que la capitale pourrait leur échapper et donc ils ont mis une disposition bizarre. Si on comprend bien, Lomé n'aura pas de mairie. Non, ils ont réalisé la loi sur la décentralisation, ils ont fabriqué un truc là, ils ne savent même pas d'où ça sort, c'est dans quel pays ça a été une fois appliqué. Et donc, ces gens ne sont animés d'aucune bonne volonté de faire quoi que ce soit. On le disait sur le plan économique tout à l'heure. Ce n'est qu'au Togo que des gens sont devenus ministres. Ils ont acquis des appartements un peu partout. En France, aux États-Unis, partout, tout le monde sait. Nous, par exemple, en tant que journalistes, et surtout journalistes d'investigation, ce qu'on sait parfois, c'est le dixième qu'on dit sur les médias, parce qu'il y a des choses, lorsque vous le dites, vous prenez des risques, parce qu'on est dans un pays assez dangereux. Et donc, ces gens n'ont aucune volonté de partir. Leur objectif, c'est de rester au pouvoir, d'amasser de l'argent, toujours de l'argent, encore de l'argent, le plus longtemps possible, que des gens crèvent, ils s'en foutent. À la limite, ils iront donner 15 000 francs à Dapaon pour, je ne sais pas, 3 mois aux gens. Et par ça fait 160 francs. Pendant que une seule personne vole 26 milliards, pendant que une société d'État débloque 130 millions pour acheter du champagne par an, une seule société d'État, je ne parle pas encore du cognac, des liqueurs, tout ça, pendant que des gens sont au gouvernement, ils prennent des jets privés, Lomé-Accra à 10 000 euros en moins de 30 minutes de vol, et on va dans les villages, on va dans les villages distribuer 160, combien vous avez dit? 160 francs par jour. Oui, par jour aux populations, sous prétexte qu'on est en train de faire un transfert monétaire pour soulager ou bien pour aider les gens à sortir de leur pauvreté. C'est avec 166 francs par jour qu'on sort de la pauvreté, encore connaissant le système un peu patriarcal de nos pays togolais, où le chef de la famille, c'est l'homme. Quand il prend les 5 000 l'homme, et il va rester au marché de 5 ans, c'est là-bas, il boit son tchapalou, il revient. Sa femme va lui demander quoi? Ou bien, les enfants vont lui poser quelques questions. Papa, tu as fait quoi des 5 000 que Fon Yasinga nous a donné? Tu es allé manger ça seul? Donc, on est dans une aberration totale. C'est la honte. Quand vous voyez les dirigeants qu'on avait à l'indépendance de ce pays, des gens de valeur, de qualité, comme Sylvanus Olympio, qui faisaient des comptes régulièrement devant l'Assemblée nationale, devant le peuple togolais, qui disaient qu'est-ce qu'on avait dans la caisse de l'État, quels sont les efforts qu'on doit fournir, qui rendaient compte de leur gestion au pays. Et ce monsieur, ce qui leur est arrivé, mais est-ce que vous avez une fois entendu le régime qui a suivi reprocher un jour à Sylvanus Olympio d'avoir détourné un seul franc dans les caisses de l'État? Jamais. Et la balance était toujours équilibrée. Et depuis que ces gens sont au pouvoir, les gens sont dans la misère, ils n'ont pas... ils ne se sentent pas dans l'obligation de rendre compte aux populations. Au contraire, ils utilisent les gens dans les villages, dans les fermes, ils exploitent leur pauvreté pour se maintenir au pouvoir. Et c'est quand même une insulte que des gens comme ça, qui utilisent 2 milliards pour acheter une voiture dans laquelle ils roulent dans la capitale, d'aller donner 15 000 francs à des gens pour 3 mois. Est-ce que nous-mêmes pouvons donner 15 000 francs à nos enfants pour 3 mois? C'est pas évident, c'est pas possible. Mais vous trouverez des gens pour dire oui, c'est mieux que rien. Et ce que moi je voudrais dénoncer ici, et je suis très sérieux là-dessus, c'est les institutions de Bretton Woods, comme la Banque mondiale et les histoires des FMI là. Ces gens-là, c'est des voyous. Moi j'ai toujours dit, est-ce que la Banque mondiale ou le FMI a une fois sorti un pays africain de la misère? Voilà des gens qui sont dans leur bureau, ils vont faire des conceptions de ce genre, parce que ce projet c'est à la Banque mondiale. Et le pouvoir togolais n'a fait que de la récupération, on mettait un peu d'argent dedans. Et même l'argent que le pouvoir togolais va mettre dedans, des gens vont détourner ça et construire des maisons, aller acheter des appartements à Paris ou je sais pas, à Washington. Et donc moi je pense que
on n'attend plus rien de ce pouvoir. Les annonces, les réformes politiques, tout ça, ils feront absolument rien. Oui. Leur objectif, c'est de se maintenir au pouvoir. Oui. Et ce qui est un peu, je ne sais pas, surprenant, c'est le silence dans lequel baigne actuellement l'opposition. Oui, on va aborder tout ce qui se passe là. Sujet. Mais je ne pense pas qu'il faut attendre encore quelque chose de grand ou attendre quelque chose de sérieux de ce régime. C'est-à-dire que le système est sclérosé, comme Rodrigue l'a dit, le système est à bout de souffle, ne peut plus rien produire de bon, mais le reste, on sort des concepts, on essaie de bluffer les gens, et puis voilà. Bon. Et Rodrigue, depuis quelques jours, le projet de réforme, projet de loi relative aux réformes traîne devant la commission des lois qui étudie la question. Mais à quel type de réforme peut-on s'attendre? Est-ce que ce sont des réformes proposées par l'expert de la CEDEAO ou bien c'est le gouvernement qui envoie son projet de réforme au Parlement? Non, mais c'est clair que c'est le gouvernement qui a envoyé son projet de réforme au Parlement. Et puis, en tenant compte des aspirations profondes de M. Faure Gnassingbé, puisque lui, ce qu'il veut, d'ailleurs, si on n'a pas opéré les réformes jusque-là, c'est parce que jusque-là, il n'a pas trouvé des dispositions qui décrètent sa présidence à vie. C'est tout. Vous avez longtemps suivi l'ancien président du groupe parlementaire, du groupe majorité parlementaire, comme on l'appelle. Il a fait le tour sur les radios dans ce pays pour dire clairement pourquoi les réformes, les discussions sont bloquées autour de la question des réformes. Donc aujourd'hui, si on nous dit qu'il y a certitude que ces réformes seront opérées, d'ailleurs quand vous voyez l'engouement avec lequel M. Faure Gnassingbé bat campagne et l'harmonie qu'il y a entre lui et les députés, vous comprenez que le match est gagné d'avance. Il dit qu'il faut que ces réformes-là aboutissent vite. Le problème, en dehors de l'aboutissement vite des réformes, c'est que ces réformes-là tiennent compte des aspirations profondes du peuple et non de quelqu'un ou de lui-même. Autrement dit, on ne veut pas d'un président, d'un éternel président. On ne veut pas des mascarades électorales. On ne veut pas des présidents imposés par les armes. On veut que le peuple ait le choix libre d'exprimer son droit de vote et d'élire son dirigeant. C'est de cela qu'il s'agit. Mais quand vous suivez tout, aujourd'hui on vous dit, l'expert a mis une disposition qui empêche la révision de l'article 59 par exemple. Mais selon nos informations, ce qu'on veut proposer, ce qu'on a à la commission des lois, mais c'est carrément comment dirais-je, l'opportunité qu'on donne au président d'organiser des simulacres d'élections baptisés référendum pour déverrouiller les différentes dispositions de la Constitution comme il le voudra. Oui, donc quand vous prenez ça et dire, quand il dit que les réformes, non, la question ce n'est pas... Il sait ce que les Togolais veulent. Oui. Et s'il doit être concret, je pense que dans ce qu'il a lu la dernière fois, il devrait avoir le courage de glisser une phrase qui instruise ouvertement les députés de donner leur onction au travail de l'expert, même si quelque part certaines classes politiques de l'opposition contestent ce travail dans le fond à un certain niveau. Merci Rodrigue. Ferdinand, l'une des priorités des revendications de l'opposition depuis 2017, c'est que les réformes soient faites. Aujourd'hui, on a introduit les réformes, le projet au Parlement, mais ce qu'on constate, c'est le silence de l'opposition et qui ne dit rien. Et finalement, on dirait que le boulevard est ouvert pour le pouvoir. Oui, je pense que l'opposition, après le 20 décembre, est rentrée dans une situation un peu difficile. Et c'est le contre-coup du boycott et de tout ce qui s'est passé. Oui. On a vu comment, au sein de la coalition, ça s'est passé. Et puis, après, le régime qui a essayé de manipuler certains acteurs et pour que tout ça aille dans le désordre. Et maintenant, c'est vrai que les gens observent. Normalement, une situation comme celle-là devait être
un moyen pour l'ensemble de l'opposition de se réunir rapidement et de lancer une action de contestation, parce que c'est le sujet principal qui a amené les gens dans les rues depuis 2017 et a créé des morts et des dégâts énormes. Donc, on ne peut pas, au bout de la logique ou du processus, en train d'adopter ces réformes-là contre votre propre volonté ou ce que vous voulez ou ce que le peuple veut, et que vous soyez là à regarder comme si vous êtes plongé dans un fatalisme, comme si tout est déjà encaissé, il faut se mettre dans une position pour préparer les prochaines élections. C'est cette attitude-là de léthargie, d'hypothermie totale de l'opposition qui suscite vraiment des questions. Il ne s'agit pas aujourd'hui d'aller encore dans une réunion pour créer une coalition. Non, il suffit d'appeler des gens, de créer un truc de circonstance pour dire on retourne dans la rue, parce que le texte que nous voulons qu'on adopte, on est en train de faire un autre texte à l'Assemblée, nous voulons mobiliser le peuple pour que le rapport de force soit conséquent. Mais qui va prendre l'initiative, surtout que entre les partis les partis, il y a eu tellement de dissensions, de problèmes de personnes. C'est aussi ça le Togo, c'est-à-dire qu'on ne sait pas rapidement tourner la page des petites querelles et s'entendre sur l'essentiel et avancer. On continue de ressasser les problèmes qu'on a eus entre partis politiques, les coups que les gens ont donnés aux uns aux autres. Et pendant ce temps, le pouvoir est en train de s'organiser pour poser les balises de son règne à vie. Et vous ne pouvez pas me dire que cette assemblée-là va nous sortir une réforme qui sera autre chose que ce que Faure Gnassingbé voudra. C'est d'ailleurs l'objectif pour lequel ils ont mis cette assemblée unicolore en place. Vous savez que c'est le régime qui a financé la plupart de ces partis qui sont allés aux élections pour pouvoir avoir ces hommes à l'Assemblée nationale, y compris les indépendants liés, et puis tout ce que vous savez. Et donc, on a vu comment est-ce que des gens qui nous faisaient croire que bon, ils étaient contre le pouvoir ont été décorés avant-hier. Et donc, on est dans une situation où l'opposition est totalement est dans une position d'observation quand même incompréhensible, parce que c'est des responsables, c'est des gens qui savent que il faut battre le fer quand il est chaud, et qui sont dans un silence quand même sépulcral et étonnant. Donc, oui, mais je ne sais pas s'ils attendent que, bon, UNIR adopte tout à l'Assemblée nationale et que c'est après qu'ils vont commencer par dire oui, on n'est pas d'accord, il faut faire ci, il faut faire ça. Ce qui est quand même curieux dans les états-majors de ces partis politiques de l'opposition, quand vous écoutez les leaders politiques sur ce projet de réforme, on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord, on dénonce, mais après, rien. Mais non, les gens sont en train de préparer dans les coulisses les élections locales. Et ils sont tellement concentrés qu'ils perdent de vue l'essentiel. Ouais. Vous savez, moi j'ai du mal à comprendre comment une classe politique de l'opposition sérieuse qui réclame des meilleures conditions pour les populations puisse se faire décapiter par une affaire que les gamins arrivent à dissiper vite comme le vent. C'est-à-dire, tu vois les gamins, c'est à l'époque quand on jouait au foot et lorsque le propriétaire du ballon saisit son ballon, il fait parler son droit de veto, on fait des concessions, on lui dit d'accord, puisque nous on veut jouer, lui c'est son ballon. Si on ne veut pas qu'il joue, ben, il va partir avec son ballon. Donc, on essaie un peu de se comprendre et d'avancer. Autrement dit, c'est pour dire aujourd'hui que quand vous prenez ce qui divise aujourd'hui cette classe politique de l'opposition et la réduit dans un silence sépulcral, c'est un peu ce qui normalement devrait être relégué dans les oubliettes pour amener les gens à s'atteler à l'essentiel utile. L'essentiel utile aujourd'hui, c'est d'empêcher ces réformes telles que Faure Gnassingbé le voudrait, pour qu'il y ait des réformes tenant compte des aspirations du peuple. Alors, je lis des choses, des députés qui sont devenus experts en selfie et qui, je ne sais pas s'ils ont chacun sa caméra, qui s'amusent à s'asseoir devant des trucs et réciter des choses qu'on publie sur le net. Et ils sont vraiment calés dedans, qui nous promettent que les réformes seront opérées. Non, je dis, c'est une pagaille. Il faut aujourd'hui que l'opposition se réveille, que les gens comprennent que ce qui divise n'a
aucune importance devant l'essentiel utile. Et s'ils s'attendent d'avoir écho que les députés sont en train de voter, qu'il faut rapidement se précipiter pour dire, bon, maintenant, alors là, ils sont en train de faire le jeu du pouvoir. Mais s'ils ne sont pas en train de faire le jeu du pouvoir, je pense que c'est le lieu pour eux de rapidement se ressouder. Pas forcément, comme l'a dit Ferdinand tout à l'heure, que les gens aillent dans une coalition, parce que le mariage forcé, il faut aussi que ça cesse dans ce pays. Le mariage forcé, merci, rapidement la population pour mettre la pression afin que ces députés-là se réveillent de leur profond sommeil. On va marquer une pause pour aborder la dernière partie de cette émission dans quelques secondes. On reviendra également et on va parler des chefs traditionnels et le jeu politique. À tout à l'heure.